Aujourd'hui, il n'y aura plus de secret entre vous et moi, je réponds aux questions que vous m'avez envoyées. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cette vidéo où mon objectif sera de répondre aux questions que vous m'avez envoyées. Il y a de cela déjà un bon moment. Alors, ceux qui s'en souviennent, il y a de cela, je pense, 2 mois dans un coin neuf, je vous ai donné l'opportunité de m'envoyer des questions en lien avec l'univers du jeu de société, en lien avec être youtubeur, en lien avec ma vie personnelle, mon métier d'enseignant, n'importe quoi. Et dans le but de faire cette vidéo-ci. Alors, je sais que je suis un peu en retard, mais bon, j'avais d'autres projets avec tous les épisodes de la série sur la ludothèque parfaite. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté cette série-là sur la ludothèque parfaite, qu'est-ce que vous attendez? Il y a plein d'épisodes disponibles. Allez écouter ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui vous intéresse. Alors, on a reçu, j'ai reçu plus d'une 50aine de questions. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. J'en ai pas non plus présélectionné. Alors, je vais y aller un petit peu au hasard. J'en ai lu quelques-unes, mais je n'ai pas passé à travers la liste au complet. Alors, j'y vais au hasard, si on veut, et je vais répondre à quelques-unes de ces questions. Et peut-être, qui sait, reviendrai-je plus tard pour répondre aux autres. Alors, on commence immédiatement avec la question suivante. Question pour toi et Sylvain. Bon, ça commence mal déjà. Quelqu'un qui n'a pas écouté les consignes, parce que j'avais précisé que c'est seulement moi qui allais répondre à cette question pour, du moins, cette vidéo. Alors, peut-être que Sylvain fera le concept lui aussi dans le futur, mais pour l'instant, c'est seulement moi qui réponds aux questions. Alors, je remarque que chez vous et chez d'autres influenceurs, blogueurs, que l'on entend souvent les commentaires suivants. J'aimerais jouer à ce jeu plus souvent, mais c'est compliqué, ou je dois adapter les jeux que je choisis selon ma réalité. Si vous étiez en mesure de réunir les conditions idéales, aucune contrainte, que ce soit de temps, nourriture, ça j'aime ça, pas de contrainte de nourriture, c'est bon ça, distance, disponibilité des joueurs, etc., aucune contrainte. Et la question, parce que là, il n'y a pas de question. OK. Quels seraient les 3 jeux que vous auriez le plus envie de rejouer? Dans mon cas, ce serait probablement des jeux à scénario, des jeux de campagne que j'ai commencé par le passé et que, à cause du contexte de youtubeurs, avec les nouveautés qu'on reçoit, ou pas toujours des nouveautés, mais la tonne de jeux qu'on reçoit, le contexte aussi de travail des autres personnes et tout ça, le fait qu'on sort d'une pandémie qui nous a isolés un peu aussi, mais c'est souvent des jeux de campagne, comme Gloomhaven, on a commencé une campagne, on a fait, je pense, peut-être 7, 8, 9 scénarios complètement abandonnés, même Gloomhaven, Jaws of the Lion aussi, que j'ai commencé avec mon ami Richard. Je considère pas qu'on a abandonné, mais qu'on a mis de côté pendant un bon moment. Des jeux comme ça, là, de campagne. Mais sinon, il y a aussi des jeux à scénario comme... un bon exemple, ça serait Robinson Crusoe. Ce jeu-là propose dans le jeu de base, je crois, 6 scénarios, peut-être un peu plus avec la nouvelle édition. Mais j'ai joué plusieurs fois à Robinson Crusoe. Mais j'ai jamais fait plus que les 2 premiers scénarios. Alors, j'aimerais ça, là, pour répondre à la question, ça serait ça, là, des jeux de campagne, des jeux de scénario que je n'ai pas explorés à fond, tout simplement. Et on a une deuxième question qui est un peu connexe avec la première, donc avec les mêmes conditions. Quels seraient les 3 jeux que vous aimeriez le plus découvrir? Oh, ben là, ça c'est plus dur à répondre là, sans avoir réfléchi. Mais ça serait probablement un peu le même principe. des jeux de campagne ou des gros Kickstarter, des gros jeux que j'ai peut-être acquis et que j'ai jamais eu l'occasion de sortir parce que je me dis, ça c'est un gros jeu de campagne, c'est un jeu qui va demander plusieurs heures, beaucoup d'investissement, donc je vais le faire tout seul ou je vais le faire une fois que je vais avoir un groupe qui va être plus régulier ou qui va vraiment être investi. Mais ça arrive jamais, on dirait. Alors, des jeux comme Etherfields, que j'ai juste ici, là, je crois qu'il est à moitié à l'écran. Midara aussi, qui est un immense jeu, juste le livret de règles
me décourage. Ce genre de gros jeux-là. Il y a même le dernier Descent aussi que je me demande si je devrais l'essayer en solo ou si je devrais trouver des joueurs avec qui jouer. Donc voilà, je pense que ça répond à la question. La prochaine question, quel est le meilleur dungeon crawl coopératif, mais en petit format, avec une rejouabilité bien entendu et une vraie optimisation d'équipement? Petit veut dire boîte inférieure à celle d'un Jaws of the Lion. Bon, ok. Alors, petit format, on veut dire petite boîte. C'est dur à répondre sans préparation, mais le premier jeu qui m'est venu en tête lorsque j'ai lu Dungeon Crawl, Coop, petit format, c'est niaiseux, là, mais c'est Tiny Epic Dungeon. Il y a de la rejouabilité parce que le donjon va être généré de façon aléatoire à chaque fois. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. Il y a de l'évolution de personnages. Je ne crois pas qu'on soit vraiment dans l'optimisation d'équipement. Mais on a quand même là, une progression intéressante. On va incarner les héros qui vont progresser dans le donjon, qui vont rencontrer toutes sortes de créatures. Il y a l'aspect de la torche aussi qu'on manie, qu'on maintient, qui va s'éteindre tranquillement avec le temps à chaque déplacement et tout ça. On doit donc réussir notre mission avant d'être perdu dans les ténèbres du donjon. Et on va devoir s'améliorer en cours de route parce que notre but ultime, c'est de trouver l'entrée du repère du boss et de le vaincre. Mais les boss ne peuvent pas être vaincus par de simples épées, arbalètes. On doit donc s'équiper de façon plus efficace pendant notre exploration du donjon. Alors, avec la description que je vois, que tu me donnes, je pense que ce serait ma réponse. Une question intéressante ici, puisque ça considère une configuration à 2 joueurs, avec le jeu Food Chain Magnate. Considérez-vous que Food Chain Magnate soit un bon jeu à 2? Bon, je vais diviser ma réponse en 2, si on veut. Bon jeu à 2, je dirais oui. Par contre, une fois qu'on a joué à 3 ou à 4 joueurs, on oublie pratiquement notre expérience à 2 joueurs et on comprend à quel point ce jeu-là va être plus agréable. Bon, c'est un jeu quand même assez agressif, là, donc ça se peut que ça soit moins agréable à certains moments, mais le jeu va vraiment briller dans une configuration à plus de joueurs à cause des interactions, à cause de la compétition qu'on va avoir. Ça va créer toutes sortes de moments vraiment tournants dans l'expérience de jeu, alors qu'à 2, ben, si tu me fais pas mal, c'est moi qui te fais mal. Puis, on peut pas vraiment être chacun de notre côté non plus. Donc, c'est un bon jeu quand même. Ça va être jouable, ça va être intéressant. Vous allez avoir envie de rejouer. Mais une fois que vous aurez essayé la configuration à 3 et à 4, je vous garantis plutôt que lorsque vous aurez l'envie de sortir Food Chain Magnate, vous allez vous trouver des amis. Vous allez trouver des gens pour venir combler votre table. Donc, plus intéressant selon moi à 3 ou à 4, surtout. Ouf, une question épineuse la prochaine. Quels éléments devrait-on prendre en considération avant d'acheter un jeu? En d'autres mots, quels sont vos critères? Bon, je vais séparer quels sont mes critères et des bons conseils avant de considérer l'achat d'un jeu. Parce que je ne dis pas que je n'avance pas, je n'ai pas la prétention d'avoir de bons critères lorsque je fais des choix. Mais j'avais pensé faire une vidéo un peu sur le sujet, sur l'achat de jeux de société ou même sur la vente de jeux de société. Quels sont les critères qui, selon moi, ou en général, selon moi, sont valables pour acquérir un nouveau jeu de société? Ou, à l'inverse, comment est-ce que je fais pour déterminer, pour choisir quel jeu dans ma ludothèque est-ce que je me débarrasse? Est-ce que je donne au suivant? Est-ce que je vends, etc. Donc, un concept qui m'est passé par la tête, mais bon, j'ai pas encore pu l'exploiter. Et comme je le disais, je ne dis pas que j'ai les meilleurs critères qui soient. Toutefois, dans un monde idéal, je crois que des critères qui seraient valables seraient: est-ce que quelqu'un dans mon entourage avec qui j'ai déjà l'occasion de jouer souvent a ce jeu-là, oui ou non? Si la réponse est oui, achète-le pas. T'en as pas besoin. Tu vas jouer avec
ton ami, de toute façon, probablement à ce jeu-là, ça sert à rien que vous ayez chacun une copie, mais on vit dans un monde où est-ce qu'on aime avoir nos choses à nous, même si notre voisin a la même chose. Alors, je peux le comprendre, mais ça serait mon critère, selon moi, numéro 1, essayer d'avoir des ludothèques variées et différentes d'avec les joueurs avec qui on est habitué de jouer, ceux qui forment notre cercle habituel. Vraiment critère numéro 1. Ensuite, est-ce que c'est un jeu que je vais jouer? Est-ce qu'il va être là jusqu'à ma retraite? Bon, si oui, c'est correct, là, c'est un investissement comme un autre. Mais est-ce qu'il va prendre la poussière pendant des années ou pendant un bon moment jusqu'à ce qu'un jour je décide de le vendre et que finalement j'y ai jamais joué? Ça, c'est une bonne question à se poser aussi. Est-ce que le jeu... Pourquoi... Et une autre question, peut-être la troisième, je vais m'arrêter là. Pourquoi est-ce que ce jeu-là m'intéresse? Est-ce que c'est à cause de sa thématique? Est-ce que c'est à cause de ses mécanismes de jeu? Est-ce que c'est à cause de son designer? Est-ce que c'est à cause du hype autour de ce jeu-là que les méchants YouTubers vont générer pour me forcer à dépenser? Bref, se poser ce genre de questions-là, réfléchir un peu avant d'appuyer sur le bouton « Ajouter à mon panier », je pense que ça vaut la peine. La prochaine question, j'en ai déjà parlé, mais ça fait du bien de se replonger un peu dans des questions comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui écoute les 1400 vidéos qu'on a sur notre chaîne et qui lisent tout ce qu'on a à dire sur les réseaux sociaux non plus. Quel est le ou les jeux qui t'a fait tomber en passion pour le monde des jeux de société? Quel jeu a causé la dégringolade? Alors, il y en a quand même quelques-uns. Disons, les 4 jeux qui m'ont le plus agrippé, je vais vous les nommer. Il y a Pandémie. Alors, Pandémie, c'était la première fois que je voyais un jeu coopératif. L'idée de dire, on s'assoit autour d'une table ensemble, on travaille ensemble pour vaincre le jeu, et ça se peut que le jeu nous batte, puis il y a de très fortes chances que ça arrive. Ça, je trouvais ça génial. Alors, l'aspect coop de Pandémie, ça m'a accroché. L'aspect... pas une négociation, mais l'aspect bluff de Sheriff of Nottingham aussi, qui est un jeu que je n'ai pas joué depuis plusieurs années, et je dirais que maintenant, je n'ai plus vraiment d'intérêt à y jouer, mais à l'époque, quand on remonte à ce moment-là où je découvrais des styles de jeu, l'idée de mentir, d'essayer de bluffer pour passer de la contrebande, le rôle de shérif qui change d'une personne à l'autre, le moment où est-ce qu'on écoute un peu ce que la personne a à dire, on peut faire un peu de jeu de rôle en lien avec ça, et on ouvre la petite pochette avec le petit sonore lorsqu'on ouvre la pochette, et là on est comme « Ah non, il a décidé de fouiller ma marchandise ». Et là on découvre s'il y a eu bluff ou non. Ça m'avait vraiment agrippé. Sinon, 2 jeux différents mais qui sont plus de style euro si on veut, ou jeux de société moderne, disons-le ainsi. C'est vraiment Five Tribes et Fresco, qui sont 2 jeux auxquels j'ai joué énormément. Comment Sylvain et moi est-ce qu'on s'est rencontrés? Tout ça a commencé il y a de nombreuses années, sur un forum de discussion qui s'appelle Dragon Nocturne. Un nom très très sexy, il faut le dire. Hein? Ça évoque tout de suite les jeux de société. Alors, bon, je fais des blagues, mais c'est sur cette plateforme-là que Sylvain et moi on s'est rencontrés, donc même pas en personne pour la première fois. À l'époque, je démarrais la chaîne L'école du jeu depuis déjà quelques semaines, quelques mois probablement, et je cherchais à l'époque de la visibilité. Parce qu'il n'y avait pas de personne pour m'offrir de faire des collaborations avec eux ou de me mettre de l'avant. Bref, je cherchais moi-même des plateformes où je pouvais parler de jeux de société et mettre de l'avant mes vidéos. Donc, Dragon Nocturne est un forum composé majoritairement de Québécois et j'ai commencé à participer là un peu, une section pour mettre les vidéos, déposer les vidéos de ma chaîne à l'époque aussi, qui est maintenant notre chaîne. Et c'est comme ça que Sylvain et moi, on a entré en contact. Il m'a écrit, on s'est écrit plusieurs fois par rapport aux jeux de société. Il m'a écrit après quelques mois aussi pour se greffer au projet. Alors voilà. Et maintenant, on est bons amis, puis on se voit pas si souvent, mais lorsqu'on se voit, c'est toujours très agréable. 2 questions qui nous ont été posées, qui m'ont été posées, que je vais jumeler ensemble, mais que je vais découper les réponses. Quelle est l'importance du designer dans ton choix pour te procurer un jeu? Et quelle est l'importance de l'éditeur dans ton choix pour te procurer un jeu? C'est 2 intéressantes questions, surtout la deuxième en lien avec l'éditeur. Question que je me suis jamais vraiment posée, mais que
après quelques secondes de réflexion, je vois que je suis quand même influencé dans mes choix. Donc, côté designer, je vais dire que il n'y a pas énormément de concepteurs de jeux de société que je me dis c'est cette personne-là qui a fait le jeu, c'est un achat automatique pour moi. Bon, je dis il n'y en a pas beaucoup. Une exception à ça serait Alexander Pfister, que j'aime énormément. Je surveille toujours ce sur quoi il travaille. Je ne suis pas en train de dire que ces jeux sont toujours des coups de circuit hors de ce monde, bien au contraire, mais je suis toujours curieux de voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Alors, bon, souvent, ça va être... je ne serai pas tellement influencé par le concepteur ou la conceptrice. Conceptrice, oui, exact. Il faut que le jeu m'intéresse, mais bon, il y a quelques exceptions quand même, comme je viens de le mentionner. Pour ce qui est de l'éditeur, je dirais que c'est un peu la même chose. Que ce soit Blue Orange, que ce soit, je sais pas, Black Manor Games, que ce soit CGE, si le jeu m'intéresse, ben, je vais me le procurer ou je vais m'informer et tout ça. Mais il y a quelques exceptions, quand même. Alors, Chip Theory Games, à chaque fois qu'ils sortent un jeu, je veux dire, j'ai de la difficulté à ne pas l'acheter, là, parce que côté qualité des composantes, moi, ils m'ont convaincu avec Cloudspire, Too Many Bones, Hoplomachus, que j'avais aussi bien apprécié, un jeu d'affrontement vraiment intéressant. Ça, je dirais que c'est un bon exemple d'exception. Sinon, il y a aussi la compagnie Board and Dice, qui, j'aime tellement les jeux qu'ils font, c'est dans mon style de jeu. C'est eux qui ont, en tout cas, ils ont édité plusieurs bons jeux qui sont notés très haut dans mon top. Mais du côté francophone, c'est vraiment Super Meeple aussi que j'apprécie énormément, qui se spécialise de plus en plus dans les jeux plus lourds, les jeux plus complexes. Alors, je dirais que ce serait un peu ces trois-là. Donc, je ne suis pas nécessairement influencé par l'éditeur, mais plus un peu par les choix que cet éditeur-là fait selon les styles de jeu qu'ils vont éditer. Ça me correspond plus, je dirais. J'espère que ça répond à ta question. Une autre question très originale qui m'a été posée par Jonathan Le Carpentier. Alors, JP, enfin, s'il ne devait en rester qu'un, réponds-nous! Alors, Jonathan fait référence à un format vidéo que j'ai commencé il y a de cela 3 ans, peut-être, 3 ans environ, où je prenais un carré de Kallax à la fois et où je faisais une présentation sommaire des jeux qui s'y trouvaient. Et dans ces jeux-là, ces 4, 5, 6 jeux-là, je devais déterminer lequel est-ce que je garderais dans ma collection de rêves, dans ma collection finale, si je devais me débarrasser de tous les autres jeux qui se trouvent dans la case. Un format qui a été bien écouté, qui a eu une bonne réception. Si vous n'avez jamais écouté ces épisodes-là, retournez faire un tour en arrière. Je pense qu'il y a près d'une 40aine d'épisodes que j'ai fait. Et un jour, j'ai vendu beaucoup de jeux, j'ai fait du ménage dans ma Kallax, j'ai déménagé des jeux de place et là, je ne pouvais plus continuer de la même façon, un carré à la fois, parce que j'avais des nouveaux jeux qui étaient mélangés avec des jeux que j'avais déjà couverts. Suite à ça, j'ai déménagé, alors ça ne fonctionnait plus. Et là, Jonathan fait référence à ce segment-là parce que je ne l'ai jamais terminé. Et l'objectif de cette série-là, c'était de déterminer s'il ne devait en rester qu'un parmi tous ces jeux, eh bien, lequel serait? Donc, après des années d'attente, après tant de temps où les gens vont continuer de m'écrire dans les commentaires pour me taquiner et pour savoir quel serait le jeu qui resterait, eh bien, vous allez enfin avoir la réponse aujourd'hui. Alors, contre toute attente, le jeu qui resterait au terme de ces choix déchirants serait nul autre que... Parce que... Et donc, c'est la raison pour laquelle ce serait vraiment ce jeu-là que je garderais par-dessus tous les autres. On me demande ensuite combien de temps te prend la réalisation des vidéos et du montage. Es-tu tout seul pour la réalisation des vidéos? Ça dépend du format en réalité. Filmer une session de jeu,
ça prend le temps de la filmer. Après ça, pour le montage, habituellement, c'est très simple, surtout si le jeu entre dans le cadrage de la caméra. Donc, si j'ai pas besoin d'avoir plusieurs caméras pour filmer un gros plan de telle partie, un autre plateau qui est à côté sur une autre table et tout ça, si le jeu au complet fit ou cadre justement dans ce que la caméra va filmer et que je n'ai pas à arrêter la session de jeu, je prends ce bloc-là, je le colle directement sur mon programme de montage, je fais mon introduction, ma conclusion, quelques petites retouches ici et là, j'ajuste peut-être le son et tout ça, je mets la publicité pour les boutiques l'imaginaire. C'est très, très court. Très, très court. Lorsqu'on parle de vidéos de, par exemple, la ludothèque parfaite, eh bien, puisque je n'ai pas les listes des invités à l'avance pour avoir une vraie réaction organique et réelle, eh bien, ça demande que je réécoute la vidéo, et parfois elles sont très longues, comme vous avez pu le constater, et que je fasse apparaître les catégories de l'invité, mais également les boîtes de chacune des mentions au moment où l'invité en fait la mention, en parle. Il y a souvent des bouts à couper également. Parfois, on s'arrête lorsqu'on filme pendant 4h30, par exemple. On peut s'arrêter pour aller chercher un café. On veut vérifier une information. Alors là, ça peut demander plus de temps. Pour les tops, ça peut demander plus de temps aussi. Ça demande toujours Ça dépend toujours de l'investissement. Je dirais que ce qui me demande le plus de temps, c'est les formats apprendre à jouer en 5 minutes parce que je commence par m'approprier le jeu. Je commence par y jouer. Ensuite, je me fais un script. Et puisque je veux que le jeu soit explicable ou démontrable en 5 minutes, eh bien, je sais que je ne dois pas, par exemple, dépasser 800 mots dans mon script. Alors, je choisis bien mes mots, je dois choisir quelle information, est-ce qu'il est pertinent de mentionner ou non, ou de mettre de côté. Après ça, une fois que mon script est fait, je dois m'enregistrer audio avec mon micro, avec un bon rythme de voix, je m'assure que ça soit clair. Après ça, je dois m'installer devant ma table et je vais écouter mon enregistrement audio et en même temps, je vais donc démontrer ces étapes-là sur la table, sur le jeu en même temps. Et après ça, je dois tout prendre ensemble, donc mon audio, tous mes petits segments visuels et coller ça ensemble. Ça peut prendre beaucoup de temps. Combien d'heures? Je ne sais pas. Je sais pas. Parfois, ça peut être 5 heures, 6 heures. Dans ce coin-là. Et on me demande aussi, es-tu seul pour la réalisation des vidéos? Eh bien, il y a de cela plusieurs années, quand Joe était sur la chaîne, c'est lui qui nous montrait à faire du montage. Alors, il a parfois fait du montage vidéo à ma place ou à la place de Sylvain, surtout au début pour qu'on se familiarise avec ça, mais depuis le temps, on est devenu autonome. Donc, Sylvain et moi, on a un peu appris par nous-mêmes des techniques et tout ça. Donc, non, on n'a pas d'éditeur, mais s'il y a un éditeur parmi vous qui est assez sympathique pour faire le travail bénévolement, mentionnez-le dans les commentaires. Quel est le jeu que tu regrettes le plus d'avoir acheté, le 7e continent? Votre illustrateur ou illustratrice préféré? J'ai pas vraiment un nom en particulier, mais il y a plusieurs illustratrices et illustrateurs que j'apprécie, comme par exemple Andrew Bosley qui a travaillé sur Everdell, qui a travaillé sur Caylus 1303, qui a travaillé sur Tapestry, qui va travailler aussi avec un autre artiste que j'aime beaucoup, Vincent Dutray, donc le duo Andrew Bosley et Vincent Dutray qui vont travailler ensemble sur le jeu Unconscious Mind. Alors, avoir deux styles vraiment artistiques différents dans le même jeu, vraiment génial. Vincent Dutray, donc, que j'apprécie énormément, qui a travaillé, entre autres, sur différents projets comme Enquête à Los Angeles, qui est vraiment très, 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 très joli, très, très réussi, selon moi, oltré dans ses réalisations récentes. Il y a Beth Sobel aussi, que j'apprécie énormément, qui a travaillé sur les titres qui me viennent en tête. Wingspan, j'essaie de penser à des titres qui sont récents aussi. Là. Wingspan, c'est plus vraiment récent, là, mais c'est pas grave. Wingspan, Cascadia aussi, Calico. Alors j'aime beaucoup son style d'illustration. Et il y a Manny Tremblay aussi que j'apprécie, qui a illustré les Dice Thrones, par exemple. C'est le premier titre qui me vient en tête, probablement d'autres projets aussi. Alors voilà, quelques noms comme ça. Je suis
peux pas dire que je suis le plus grand fan de Ian O'Toole, qui est maintenant qui travaille maintenant sur tellement de jeux. J'aime bien ce qu'il fait, mais j'apprécie davantage les autres artistes que je viens de vous mentionner. Alors voilà pour ce qui était de cette première vidéo FAQ, foire aux questions. Vidéo dans laquelle j'ai essayé de répondre à vos questions le plus efficacement possible. Bien évidemment, je ne sais pas à combien de questions est-ce que j'ai répondu dans cette vidéo. J'essaie de garder le format un peu court. Je ne sais pas combien de temps ça va durer au final, mais je voulais pas que ce soit une vidéo de 45 minutes non plus. Alors, si je vois que la réception est bonne, si je vois que les commentaires sont positifs, vous pouvez envoyer des commentaires également, des questions plutôt, au lien que je vais mettre dans la description. Donc, je vais y placer un lien. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Ça va ouvrir un Google Forms et vous pourrez tout simplement inscrire des questions qui pourront m'être adressées et je pourrai probablement d'ici peut-être un mois ou quelques semaines, on verra, selon la réception de la vidéo, répondre aux autres questions qui m'ont été déjà lancées, que j'ai mis de côté ou que je ne me suis pas rendu là dans la liste, tout simplement, et les nouvelles qui m'auront été posées entre-temps aussi. Si vous avez bien apprécié le format de cette vidéo, bien évidemment, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez réagir à quoi que ce soit que j'ai dit, ou enchérir, ou bonifier quelque chose que j'ai dit, ou même répondre de votre côté aux questions qui m'ont été posées, faites ça dans la section commentaires. Et finalement, si vous voulez nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci, vous pouvez aller nous encourager sur notre plateforme de sociofinancement Patreon, qui vous donne l'occasion tout simplement de nous donner un montant de votre choix pour nous encourager de continuer de produire du contenu. Mais moi, ce que je veux finalement vous dire, ce qui est le plus important pour moi de vous dire, c'est merci pour votre écoute. On se dit à la prochaine.